Alors qu'il accompagnait la jeune fille assise en face de lui pendant le repas, le chien à ses côtés se mit soudain à donner l'alerte. Il tourna instinctivement les yeux vers la fenêtre, et découvrit effectivement quelque chose. Pour confirmer son intuition, il se leva, s'approcha de la table, ouvrit un tiroir et en sortit une paire de jumelles. À travers la fenêtre, il aperçut un canot pneumatique qui fonçait droit vers l'île. Mason comprit aussitôt que les ennuis arrivaient, car à bord se trouvait une escouade de forces spéciales lourdement armée. Il était évident qu'ils étaient venus pour lui. Mason ordonna à la jeune fille d'aller se cacher dans la salle de bain et de ne faire aucun bruit jusqu'à son retour. Puis, il prit un couteau et sortit précipitamment. À ce moment-là, l'escouade des forces spéciales avait déjà accosté. Ils avaient reçu l'ordre d'éliminer la cible à n'importe quel prix. Mais ils étaient loin d'imaginer à quel point l'adversaire qu'ils affrontaient était redoutable. Dès que tout le monde entra dans la zone piégée, Mason trancha sans hésiter la corde pour déclencher le mécanisme. Un énorme rocher dévala aussitôt la pente. Avant même le début du combat, un homme était déjà mort. Mais ce n'était que le commencement. Mason alluma aussitôt le puissant projecteur de l'île. Les soldats équipés de lunettes de vision nocturne furent instantanément aveuglés par l'éclat et incapables d'ouvrir les yeux. Mais ces hommes réagirent vite. Ils retrouvèrent rapidement leur repère et commencèrent à escalader la falaise, prêts à prendre Mason en tenaille. Sans savoir qu'il avait déjà tout anticipé. Il savait parfaitement par où l'ennemi tenterait de grimper. Il les attendait déjà à cet endroit. Toute l'île était couverte de pièges. Chacun de leurs pas entrait dans ses calculs. Il semblait que Mason savait depuis longtemps que ce jour finirait par arriver. Presque aucun de ses soldats n'était à sa hauteur. À peine venait-il d'en abattre un qu'il entendit les cris de Jesse. Quelqu'un profitait du chaos pour tenter de l'enlever. Sans la moindre hésitation, Mason ramassa le fusil au sol et pressa la détente à plusieurs reprises en direction de l'homme. Il réussit ainsi à sauver Jesse du danger. Toute l'escouade des forces spéciales fut également éliminée par lui. Mais une chose restait incompréhensible pour Mason, comment ces hommes avaient-ils réussi à le retrouver? Et surtout, qu'avait-il fait pour être traqué par une unité des forces spéciales? Pour comprendre, il faut remonter 10 ans en arrière. À cette époque, Mason servait au Missy. C'était l'agent de l'ombre le plus redoutable de tous. Mais pour avoir enfreint les règles de l'organisation en relâchant de son propre chef un criminel de haut rang traqué depuis longtemps, il causa à ses supérieurs des pertes considérables. C'est ainsi qu'il fut inscrit sur la liste d'exécution du Missy. Pour échapper à la traque, il choisit de disparaître complètement. Avec son chien, il se réfugia sur une île abandonnée et y vécut pendant 10 longues années. Durant toute cette période, Mason ne quitta jamais l'île. Chaque semaine, son ancien camarade Joel venait lui apporter des provisions avec sa nièce Jessie. Pour éviter que Mason ne souffre trop de la solitude sur cette île, Jessie lui apportait à chaque visite un cadeau différent. Mais malgré toutes ces années, Mason ne leur avait jamais adressé le moindre merci. Il se cachait même dans l'ombre à chacune de leurs visites, refusant de se montrer. En réalité, il agissait ainsi pour les protéger. Il craignait qu'en s'impliquant trop, il ne les entraîne dans sa propre condamnation. Le temps passa, et arriva de nouveau le jour où il devait ravitailler Mason. Mais cette fois, la mer était exceptionnellement agitée. Joel avertit Jessie, une fois les affaires déposées, il devait repartir immédiatement. Une tempête approchait. Comme d'habitude, Jessie avait soigneusement préparé un cadeau pour Mason. Sans perdre de temps, elle posa les provisions puis fit demi-tour. À cet instant, la mer commença à se déchaîner. La radio ordonnait à tous les bateaux de regagner le port au plus vite. La tempête était imminente. Mais personne n'aurait imaginé qu'elle frapperait plus tôt que prévu. Même les gros navires peinaient à tenir le cap. Le petit bateau de Jessie, lui, n'était plus qu'une feuille emportée par le vent. Joel n'eut même pas le temps de réagir avant d'être renversé par une vague gigantesque et précipité à l'eau. Cette scène fut justement aperçue par Mason depuis le phare. Il se rua aussitôt dehors. Il poussa à la mer la petite embarcation qu'il gardait à l'origine pour sa propre fuite. Puis, affrontant vent violent et vagues monstrueuses, il fonça vers eux. Jessie luttait désespérément dans les flots. Le pire, c'est qu'un vieux filet de pêche s'était enroulé autour d'elle et l'empêchait totalement de remonter à la surface pour respirer. Mason arriva à temps, plongea dans l'eau glaciale et nagea jusqu'à elle. Mais lorsqu'il l'atteignit, Jessie avait déjà perdu connaissance. Pour lui donner une chance de survie, Mason arracha de toutes ses forces le filet qui lui enserrait la jambe. Puis, en se retournant, il aperçut Joel coincé dans l'embarcation, déjà sans vie. Mason n'avait pas le temps de s'effondrer. Il ramena Jessie à la surface, la hissa sur le bateau et se mit aussitôt à lui faire un massage cardiaque. Par chance, Jessie n'avait fait qu'avaler de l'eau et perdre connaissance. Elle revint rapidement à elle. Mais Joel, lui, resterait à jamais dans cette mer immense. Jessie s'effondra. Elle était incapable d'accepter la mort de son oncle. Ses parents étaient morts depuis longtemps. C'était son oncle qui l'avait élevé seul. Tous deux étaient aussi proches qu'un père et sa fille. À présent qu'il avait disparu, elle venait de perdre son unique soutien et ne savait plus où aller. Mason, lui aussi, était rongé par la culpabilité. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple ravitaillement coûterait la vie à son vieil ami. Désormais, la seule chose qu'il pouvait faire était de prendre soin de cette pauvre jeune fille. C'était sa manière d'apaiser l'âme de son ami disparu. Le lendemain matin, la lumière dorée de l'aube se posa sur la mer. Encore à moitié endormi, Mason fut réveillé par son chien qui le grattait de la patte. En relevant la tête, il aperçut Jessie assise sur le lit, le visage marqué par la douleur. En la sauvant la veille, Mason avait tiré trop fort. Le filet lui avait entaillé
fourvoyé la jambe à plusieurs endroits. Les plaies étaient désormais rouges, enflammées et commençaient à s'infecter. Mason décida d'abord d'essayer de faire dégonfler sa jambe. Ainsi, pendant les jours qui suivirent, Jessie passait son temps à regarder la mer avec le chien, ou assise sur le canapé à observer Mason jouer seul aux échecs pour tromper l'ennui. Les journées étaient calmes, monotones et silencieuses. Mais sa blessure, loin de s'améliorer, empirait de plus en plus. Il fallait absolument trouver une solution. Pour aller chercher des médicaments, Mason n'eut d'autre choix que de prendre le risque de se rendre dans la petite ville voisine. Il avançait avec une prudence extrême, prenant soin de toujours tourner le dos aux caméras de surveillance. Après avoir acheté les anti-inflammatoires dont il avait un besoin urgent, il passa aussi dans la boutique de vêtements voisine pour choisir une tenue pour Jessie. Mais en sortant, il tomba nez à nez avec un groupe de jeunes en plein live sur les réseaux. Mason ne leur jeta qu'un seul regard avant de s'éloigner aussitôt. Presque au même moment, au quartier général du Mi-6, le système de renseignement baptisé Œil Céleste déclencha une alerte. L'analyste transmit immédiatement l'information au centre de commandement. La cible, Chermoyev, recherché dans le monde entier depuis 3 ans pour avoir fait exploser l'ambassade britannique en Algérie, accusé de multiples crimes graves. Et à cet instant précis, il se trouvait sur une île au large de l'Écosse.